Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Là, il est 9h22 à New York. Je suis à Columbia University et je suis très heureux d'être à Paris, même si c'est un petit peu virtuel. Mais par le cœur, je suis au Collège de France. Il faut que je vous prévienne que l'occidentalisme ottoman et turc, ce ne sont pas seulement des guerres, des traités de paix, des histoires de cartes, de frontières, de réformes, de répression, d'islam et de laïcité. Pour moi, ce sont des faits, des fictions, des promesses, des trahisons et bien sûr des rêves, des illusions et des déceptions pour un cœur humain. Je viens d'une famille bourgeoise d'Istanbul, pro-occidentale. Mon grand-père a gagné beaucoup d'argent en construisant le chemin de fer dans les années 40, 1940. Et d'ailleurs, je vais parler de beaucoup de choses, de livres qui ont été écrits pendant les années 30, c'est-à-dire les débuts de l'occidentalisme et de la laïcité républicaine promue par le gouvernement kémaliste. Donc il était naturel que mes grands-parents paternels, qui étaient pro-occidentaux et laïcs, d'ailleurs, ils croyaient du fond du cœur très sincèrement aux réformes et à la laïcité de Kemal Atatürk et à l'occidentalisation culturelle. Mais la laïcité de ma grand-mère allait beaucoup plus loin que son admiration pour la culture occidentale. Au cours des 10 dernières années de l'Empire ottoman, elle avait étudié pour devenir professeure d'histoire. Mais jamais je ne l'ai entendu dire quelque chose d'admiratif de la tradition occidentale, des institutions européennes ou d'une personnalité culturelle ou politique européenne ou occidentale. Là, peut-être vous pouvez voir sa photo et je suis là, très heureux sur ses genoux. Quand nous, les petits-enfants, nous étions là, ma grand-mère récitait des poèmes athées de Tevfik Fikret. Je ne l'ai jamais vue prier ou jeûner lors du ramadan. Pour elle, dans son esprit, la religion était associée aux classes sociales inférieures. Maintenant, avec mes souvenirs nostalgiques de ma grand-mère, je considère que cette laïcité turque républicaine était beaucoup plus profonde et forte que l'occidentalisme turc ou l'admiration de la culture occidentale et de la civilisation occidentale. L'occidentalisme de ma grand-mère s'exprimait par son mobilier occidental qu'elle avait acheté très cher pour son appartement assez étouffant, des fauteuils, des commodes, des coiffeuses. Certains étaient apportés d'Europe et très chers. En même temps que du mobilier de style occidental produit localement, il y avait des paravents incrustés de nacre traditionnels ottomans, des pédestaux de style arabe, des miroirs avec des cadres avec des arabesques et bien sûr le piano de ma tante. Après la mort de son mari, ma grand-mère menait toute sa maisonnée depuis son sofa français. Mais elle était sur ce meuble chic très importé, elle s'y asseyait en tailleur, dans la pose traditionnelle d'un pacha ottoman autoritaire qui est assis sur son divan. Et chaque fois que je vois les célèbres portraits de Jean-François Portals ou de David Roberts qui montrent Mehmet Ali Pacha, le grand réformateur moderne égyptien, assis sur un divan exactement dans la même position que ma grand-mère, j'en conclus que l'occidentalisation de la vie quotidienne, c'est en fait utiliser des objets occidentaux et des modèles, des méthodes européens de façon innovante. Alors au début, cette innovation, ce nouveau style semble très étrange, tout à fait incommode et même inacceptable pour un puriste pro-occidental. Mais ensuite,
Les gens s'y habituent et l'apprécient, et cela devient une partie intégrante de leur identité. Au début de ma carrière d'auteur, je me suis approprié les formes les plus récentes de la littérature occidentale, le roman postmoderne des années 80, comme on l'appelait, surtout le roman américain. Et je me suis jeté là-dessus, mais je mettais dedans de vieilles histoires soufis, des contes arabes ou perses, de la littérature allégorique. Par exemple, Livre noir ou Mon nom est rouge sont typiques de cela. Et au début, cela me paraissait très bizarre, très étrange. Mais plus tard, je me suis rendu compte que c'était ce en quoi j'étais nouveau, que c'était mon style, des emprunts à l'Occident que je m'appropriais. 2, 3 décennies plus tard, ces romans ne me semblent pas du tout forcés, ne me semblent pas du tout maladroits. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains de la jeune génération font la même chose aujourd'hui. Ils expérimentent ces combinaisons des tendances les plus récentes des formes littéraires américaines ou européennes et ils les combinent à des allégories soufis. La génération de mon père dans les années 60 et 70 déjà s'asseyait convenablement sur leur divan et leur sofa. Ils étaient très à l'aise avec l'occidentalisation. Pour eux, cela ne constituait pas un problème. Avoir des idées, des objets, une inspiration qui viennent d'Europe, ce n'était pas seulement quelque chose de normal, mais c'était nécessaire. Mon père, qui parlait couramment anglais et français, achetait beaucoup de livres à la librairie internationale d'Istanbul et les lisait à la maison. Et lors de ses voyages d'affaires à Paris également. Mais notre petite famille, ma mère qui était allée au lycée français, mon frère et moi, nous aimions beaucoup les disques 45 tours qui nous ramenaient de Paris. J'ai écouté beaucoup de chansons à la mode, des chansons françaises des années 50, 60 qui étaient très à la mode chez moi. Et bien que je ne parle pas du tout couramment français, comme vous le voyez, je m'en souviens encore. Alors, les plus mémorables de ces chanteurs étaient Françoise Hardy, Mouloudji. On disait que il ressemblait à un joueur de football, on le disait avec mon frère. Il y avait Gilbert Bécaud, Barbara. Et chaque fois que mon père revenait à Istanbul de ses longs voyages, il avait l'habitude de mettre l'un de ses nouveaux disques sur l'électrophone du salon et tout le monde l'écoutait. Quand en 1969, il a ramené Je t'aime moi non plus, je ne savais pas tellement à quoi m'attendre. Mon frère n'était plus à la maison et notre petite famille était déjà en train de se désintégrer. Et écouter ces nouvelles chansons françaises n'était qu'une excuse pour nous réunir tous les trois. Donc mon père sort le disque de cette pochette et nous commençons à écouter la chanson. Je me souviens encore de ce sentiment de gêne, de mal-être, je dirais en fait une sorte de maladresse que j'ai ressenti à la fin de la chanson. Nous essayions tous d'éviter d'avoir l'air très gênés alors que nous l'étions de plus en plus. Mais cette chanson et surtout les dernières mesures semblaient ne jamais vouloir finir. Je n'avais que 17 ans, donc je n'avais eu aucune expérience sexuelle avec une femme. Mais il n'était pas quand même très compliqué de comprendre la signification des soupirs de Jane Birkin. Lorsque la chanson a finalement été terminée, j'étais tout remué, troublé, à la fois heureux et en colère. Bien que j'ai eu 17 ans et que j'ai été libre, une vraie relation sexuelle avec une vraie femme me semblait aussi lointaine que l'Europe. J'admirais le côté courageux, inventif et joyeux qui sous-tendait cette chanson, mais malheureusement c'était beaucoup trop loin de ma vie.
J'étais petit, provincial et sans importance. Et j'avais vraiment envie d'avoir une vie, d'être plus riche, d'avoir une vie plus intéressante, qui ait du sens. Et il était évident que cela se situait quelque part en Occident. Et quand il n'y avait personne, je n'ai jamais réécouté la chanson. En fait, personne n'a jamais fait rejouer ce disque. Mais de temps en temps, je regardais la photo de Jane Birkin sur la couverture du disque. Un désir sexuel, quelque chose que j'appellerais maintenant même un désir culturel, se mêlait dans son expression sur cette photo. Alors, si j'étais en train d'écrire un scénario, j'écrirais maintenant ici coupé, changement de plan et d'époque. Alors maintenant, mesdames et messieurs, nous allons nous transporter, si vous le voulez bien, 30 ans plus tard. Nous sommes en 99 à Francfort et je bavarde avec Jane Birkin. Nous sommes à une réunion des Verts européens organisée par Danny Cohn-Bendit, une sorte de célébration de différents partis verts et de leurs causes. Jane Birkin a chanté quelques chansons ce jour-là, bien qu'elle n'ait pas chanté Je t'aime moi non plus. Peut-être est-elle ici, pensais-je, parce qu'elle sympathise avec la cause de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est ce que je me suis dit. Et je l'en ai admirée. Et j'étais fasciné par elle. Un moment, j'ai songé à lui raconter l'histoire que je viens de vous raconter, c'est-à-dire comment il y a 30 ans, tout le monde écoutait sa chanson à Istanbul, à la fois choqué et admiratif. Mais je me suis immédiatement rendu compte que sans doute des millions de gens lui avaient déjà raconté la même histoire. Mon histoire, comme toujours, dans mon cas, était teintée d'un point de vue oriental sur l'Occident. De 98 à 2008, j'ai passé du temps à faire la promotion de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, un effort qui maintenant a connu un échec complet. Le principal groupe au Parlement européen qui souscrivait à cette idée avec un enthousiasme réel était les Verts. Leur leader, Daniel Cohn-Bendit, qui était également connu des activistes étudiants de 1969 en Turquie comme Dany le Rouge, est souvent venu à Istanbul au début des années 2000. Et d'ailleurs, vous voyez peut-être son image ici, sa photo. Oui, à la Turquie. Ça, c'est de décembre 2004, cette photo. Et ce jour-là, ou le jour suivant, Hürriyet, le plus grand journal turc, disait dans sa manchette « Dans 10 ans, nous serons tous Européens ». Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai eu beaucoup de conversations avec Dany et je me souviens de lui comme d'un garçon sympathique, charmant, très sympathique, amusant. Il était agréable de bavarder avec lui. Dany croyait et croit encore dans une Europe fédérale et il était surtout en contact avec le parti de gauche libéral et le parti d'Erdogan. En 1999, Erdogan a été emprisonné quelques mois pour avoir fait la promotion de l'islamisme. Avant, il était maire d'Istanbul, élu par le peuple, et il a été éliminé de son poste par l'establishment laïque ultra-radical, et on l'a mis en prison car il avait lu en réunion publique, des tests islamiques militants. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Ensuite, quand il est sorti de prison, il a pris une position plus modérée, où il a fait semblant, où il a, disons, pris une posture plus libérale et pro-européenne, en pensant sans doute que faisant cela, on ne l'emprisonnerait plus. Et il est arrivé à devenir Premier ministre de Turquie, à faire son chemin jusque-là et à gagner élection sur élection. Ce qui d'ailleurs me rappelle Osman Kavala,
un libertarien, un industriel pro-européen qui était parmi les gens à qui Cohn-Bendit avait rendu visite. Haussmann était de la gauche libérale et c'était la personne riche qui avait promu l'union de la Turquie et de l'Union européenne avec Erdogan. Et maintenant, cela fait 4 ans qu'il est emprisonné par le système d'Erdogan. Et ça me fait de la peine de me dire qu'il est en prison lui aussi, de même que des centaines de milliers d'autres personnes. Nos ministres de la Justice sont toujours très fiers d'annoncer la construction de nouveaux pénitenciers en Turquie comme s'il s'agissait d'institutions éducatives pour l'avenir. Ce n'est pas une bonne époque pour les intellectuels, les démocrates et les libéraux. Je suis sûr que vous connaissez tous de ces horaires et que les autres orateurs en ont parlé. Mais là, l'Union européenne, pour nous, elle était plus permissive et cela permet de garder les immigrants asiatiques, africains en dehors de l'Europe. Avec une démocratie en Turquie. Et en fait, la Turquie, on pourrait dire, aurait aidé les immigrants, aurait aidé l'Union européenne à filtrer les immigrants. En fait, l'Union européenne aurait collaboré avec la Turquie, avec Erdogan. Et en fait, Erdogan a su s'en servir. Au début des années 2000, j'ai beaucoup voyagé en Europe, non seulement pour faire la promotion de mes livres, mais également pour faire la promotion de l'idée de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et tout le monde semblait m'accueillir à bras ouverts à l'époque, et c'était également une période au cours de laquelle mes romans commençaient à bien se vendre dans toute l'Europe, et j'étais très heureux à faire mes tournées de promotion de romans et également très heureux de cet agenda politique que je m'étais imposé à moi-même. En 2005, j'ai été invité par les Verts à faire un discours au Parlement de l'Union européenne à Strasbourg. Et cela ne portait que sur le sujet de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Il ne s'agissait pas du tout de présenter quelque chose de littéraire, ce n'était pas du tout une invitation de type littéraire. Alors je me souviens que j'ai hésité en me disant qu'aller à une réunion qui était uniquement politique et parler à l'élite politique européenne allait peut-être me donner une image trop politique en Turquie. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Je ne savais pas. Bon, il pouvait y avoir des conséquences et puis je commençais à me sentir un petit peu embarrassé dans le fait de demander aux élites européennes d'aider la Turquie à rejoindre l'Union européenne. En fait, si vous voulez, c'était un petit peu comme si je parlais à une personne dont je suis follement amoureux, mais qui n'est pas très enthousiaste à mon sujet, et qui répond toujours « moi non plus ». Donc, en fait, la Turquie, pour moi, ne satisfaisait pas aux critères de Copenhague, la liberté de parole, les droits de l'homme. Et puis, il y avait également l'armée, les qui bloquaient les sécularistes et autres. En fait, dans les cercles politiques et culturels, pratiquement personne en Europe ne disait non à la Turquie. Mais il était évident que les démocrates chrétiens ou les partis conservatifs, Sarkozy, Merkel, ou même le Parti socialiste français n'avaient pas du tout envie de voir la Turquie entrer dans l'Union européenne et de voir des Turcs se promener partout en Europe. Il fallait qu'ils restent dans des ghettos. Donc cette sale besogne de dire non était laissée à de petits partis de droite et leurs idéologues qui étaient très contents de s'occuper de cela, de cette nouvelle tâche. Donc 15 ans plus tard, ces petits partis ont gagné beaucoup en force et seront peut-être au pouvoir partout en Europe, comme en Hongrie, en Pologne ou en Italie.
Au début des années 2000, au cours de mes tournées littéraires, de mes voyages, de mes réunions, de mes interviews, quand on me posait des questions sur la Turquie et l'Union européenne, je faisais toujours une réponse très simpliste et presque naïve. Mon argument pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne était très bref et était essentiellement kantienne, d'Emmanuel Kant, au sens que c'était fondé sur l'analyse des concepts plutôt que sur leur essai en vie réelle. Quelle est la base de l'identité européenne, me demandais-je souvent. Et je répondais à ma propre question, l'identité européenne s'exprime au mieux par le slogan de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité, avais-je l'habitude de dire dans mon français boiteux. Et puis je continuais. La Turquie, objectivement, est sur la carte en Europe. Si vous croyez vraiment à l'égalité, la Turquie devrait donc être dans l'Europe. De plus, si l'on est sincère en disant que l'on croit à la fraternité, quelle est la logique dans le rejet de la Turquie? Et il y avait toujours des questions pleines de colère ou d'ironie qui venaient du fond de ces auditoriums qui étaient pleins d'Européens qui avaient lu mes romans, qui disaient mais en quoi est-ce que la Turquie peut contribuer à l'identité européenne? Naturellement, la vraie réponse n'était pas ce sera un grand réservoir de main-d'œuvre bon marché, une armée pléthorique et un vaste marché avide de consommation. En fait, il posait la question directement à un écrivain. Donc c'était une question culturelle. Alors là, il y avait un silence. Il s'agissait de civilisation, de culture, de race. Et en tant que pro-occidental sincère, cela m'irritait. Et je me souvenais de ma grand-mère assise comme un pacha sur son canapé de style français. Peut-être aussi n'étais-je pas vraiment convaincu par mes propres arguments. Je disais quelque chose du genre 60 millions de musulmans rendront l'Europe plus forte. C'est comme en Amérique. L'Europe deviendra un melting pot, un creuset d'interaction. Et c'est ça la force de l'Amérique. Maintenant, je dois reconnaître que je ne suis plus d'accord avec ce raisonnement. 60 millions à l'époque. Maintenant, la Turquie a 84 millions d'habitants. 84 millions de musulmans rendraient l'Europe encore plus nationaliste et encore plus opposée à l'immigration. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose au sujet de l'immigration. Ou les romans sur l'immigration. L'immigration, c'est moins une question Orient-Occident qu'une question prolétariat ou classe inférieure contre classe supérieure. L'immigration, c'est plutôt une question qui occupe les classes supérieures. En fait, comme l'écrit un de mes amis américains, c'est plutôt une question de classe, une question sociale, plus qu'une question géographique. Et maintenant que ce projet d'intégration a connu un échec tragique, on peut beaucoup l'attribuer à Erdogan, mais pas seulement à lui. Je repense à cette période avec nostalgie, mais sans regret. Je veux revisiter l'argument ottoman et turc en matière d'occidentalisation à la lumière des mêmes paradoxes. Les antinomies d'Emmanuel Kant se réfèrent aux contradictions et aux paradoxes qui sont déjà logés au sein de notre esprit avec un grand E. Ce sont à la fois des synthèses et des a priori, c'est-à-dire que l'on n'a pas besoin de vérifier
vérifier cela dans la réalité, pour vérifier le fait que ce sont des vérités paradoxales. Je vais vous donner quelques exemples populaires d'antinomie. Par exemple, nous les humains, nous pouvons sincèrement et même fièrement croire qu'il y a en fait une cause à tout dans l'univers, qu'il y a un destin et que tout a une conséquence. Mais en même temps, tout aussi sincèrement, nous croyons que nous sommes des êtres humains libres de nos choix. Autre antinomie assez connue, tout le monde a le droit d'avoir son goût. Et la Joconde de Léonard de Vinci, Hamlet et King Lear de Shakespeare sont magnifiques, sont des œuvres magnifiques. Nous le croyons tous, n'est-ce pas? Donc il y a cette capacité d'avoir deux idées qui se contredisent. Ça, c'est au cœur des problèmes entre l'Europe et la Turquie. Alors, je vous parlais de King Lear. Eh bien, le comte Tolstoï n'était pas du tout d'accord, il n'aimait pas du tout King Lear, et George Orwell, d'ailleurs, lui a répondu avec la vigueur réservée à une personne qui n'était pas occidentale. Pour rapidement illustrer les paradoxes de cet occidentalisme ottoman et turc, il faut que je recours à l'aide d'un penseur, philosophe, sociologue tunisien arabe du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, qui était également historien, qui a influencé des générations et des générations de penseurs ottomans. Il était un petit peu comme un historien à la manière d'Arnold Toynbee. En fait, il a beaucoup influencé Toynbee. Il observait les civilisations par cycle. Selon lui, l'essor d'une civilisation est fondé sur un certain nombre de conditions nombreuses, l'urbanisation, le développement scientifique, la nouveauté dans l'art et l'esthétique, un sens de la communauté, la supériorité technologique et la force morale de son peuple, ce que l'on pourrait décrire comme une sorte de confiance en soi et d'énergie. Bien entendu, la géographie est un facteur essentiel dans l'essor d'une civilisation. D'ailleurs, pour lui, la géographie, c'est quelque chose de différent. Selon lui, c'est même l'inverse. Le déclin d'une civilisation est lié à un manque de force morale, à l'infériorité militaire et aux limites géographiques. En fait, l'histoire, c'est une guerre entre civilisations et un grand nombre de facteurs déterminent qui sera le vainqueur à tel ou tel moment. Et dans son œuvre célèbre, le Muqaddimat, le début, il fait cette observation tout à fait unique. Il dit que certaines nations, tribus, civilisations qui ne comprennent pas ces facteurs importants, ces conditions de base qu'il décrit d'ailleurs très minutieusement dans son livre, et qui, de ce fait, ne comprenant pas cela, perdent le combat contre d'autres civilisations ou nations, vont parfois se mettre à avoir une fausse idée de la raison de leur défaite, de sorte qu'ils imitent les vainqueurs dans la façon dont ils s'habillent et dans les objets qu'ils utilisent au quotidien, de façon à atteindre ce niveau supérieur de la civilisation. D'ailleurs, je vais citer du premier volume de Ibn Work, qui a été traduit par Franz Rosenthal en 1958 en anglais. D'ailleurs, Rosenthal
était un Américain d'origine juif et d'origine allemande. Il a travaillé dans les bibliothèques d'Istanbul. Il a lu les différentes versions. Et maintenant, je vais citer. Il n'est pas connu aux États-Unis, Ibn Khaldun. D'ailleurs, l'exemplaire de Muqaddimah à l'université de Columbia a été un petit peu abîmé. Donc, si une université pouvait, c'est pour ça que je me tourne vers le Collège de France, nous en envoyer un autre exemplaire, nous en serions très heureux. Maintenant, je cite. Donc, c'est Rosenthal. Le peuple vaincu tâche toujours d'imiter le vainqueur par sa tenue, la manière de s'habiller, les opinions et les usages. Les hommes regardent toujours comme un être supérieur celui qui les a subjugués et qui les domine. Inspiré d'une crainte révérentielle envers lui, il le voit entouré de toutes les perfections, et ou bien il les lui attribue pour ne pas admettre que leur asservissement ait été effectué par des moyens ordinaires. Si cette illusion se prolonge, elle devient pour eux une certitude. Alors, ils adoptent les usages du maître et tâchent de lui ressembler sous tous les rapports. C'est par esprit d'imitation qu'ils agissent ainsi. Imitation est un mot qui est très important pour Ibn Khaldun. Ou bien, d'une façon générale, la globalisation de tout pays non occidental, c'est de l'imitation. Et en fait, c'est un grand péché esthétique. Et c'est également l'argument le plus fort des penseurs turcs de droite anti-occidentaux de dire que l'occidentalisation, c'est de l'imitation. L'establishment de droite critique toujours les réformes d'Atatürk comme le fait d'avoir mis en place l'alphabet latin et autres. En fait, tout ce qui, dans l'establishment culturel, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est expérimental, est toujours décrit comme limitatif, alors que souvent les critiques ne se rendent pas compte que c'est de l'imitation. D'autre part, ceux qui sont à l'extrême droite et les Européens ont toujours été d'accord avec l'occidentalisation pour les techniques militaires, l'ingénierie ou la médecine. Donc il faudrait que nous obtenions, que nous imitions la science, la technique occidentale, mais pas leur manière. Ça, c'était le grand cliché. En Turquie, il y a quelques années, cela a souvent été exprimé dans des livres turcs. Quel Occident devons-nous choisir? Et pour moi, ce qui est le paradoxe le plus dramatique de l'occidentalisme, c'est le suivant.
D'abord, avec une profonde conviction, nous disons, si nous sommes occidentalisés, nous deviendrons des individus beaucoup plus complexes. Et avec la même sincérité, on dit, on ne peut pas être un individu si on imite les autres. Vous voyez que les deux arguments sont convaincants. Nous pensons que l'occidentalisation, penser que cela va améliorer l'individualité, c'est quelque chose que j'ai entendu très souvent lorsque j'avais dans les 20-30 ans, l'époque où j'ai décidé de ne pas être peintre, mais de devenir romancier. Mais ce que disaient les critiques littéraires, les commentateurs disaient, la Turquie a une grande tradition de poésie et d'épopée et de livres historiques. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à faire des romans aussi sophistiqués que les Européens, nous les Turcs? Et la réponse souvent donnée par les critiques turcs était que nous, les Turcs, malheureusement, nous n'avions pas d'individualité. Mais lorsque nous serions occidentalisés, ce problème d'individualité se résoudrait de lui-même. Donc, ça, c'était une forte promesse qui était assez proche de l'argument des communistes. Lorsque les communistes disaient le problème des femmes sera résolu avec la venue du communisme, l'avènement du communisme, nous n'avons pas besoin de féminisme. Donc, on peut peut-être penser que la supériorité du vainqueur n'est pas le fait de son sentiment ou de sa fortitude, mais que de toutes ses manières. Ça, ce serait une erreur dans le concept de supériorité. C'est ce que disait Ibn Khaldoun. J'aime bien ce texte parce qu'Ibn Khaldoun parle de la fragilité du cœur humain et du fait que les sentiments du cœur et le raisonnement de l'esprit se confondent. Et cela, d'ailleurs, date d'il y a 700 ans en Tunisie. Et je continue. Donc, aussi peut-on remarquer que partout, les peuples vaincus tâchent de ressembler à leur maître par l'habillement, les équipages, les armes, la façon de monter un cheval, de conduire une voiture, les équipages, les armes, tous les usages de la vie. Vous voyez comment les enfants se modèlent sur leur père, dit-il, et cela parce qu'ils les regardent comme des êtres sans défaut. Et vous savez, il écrivait il y a 700 ans de changement culturel, une civilisation qui progresse et l'autre qui est en déclin. Et il utilise cette métaphore du père et du fils, et je continue. Voyez comme les enfants se modèlent sur leur père, et cela parce qu'ils les regardent comme des êtres sans défaut. Et il continue, vous voyez dans toutes les contrées de la terre comme les populations se plaisent à porter l'habillement militaire dont elles apprécient la supériorité des milices et des troupes du sultan. Et nous étions tous marxistes dans notre jeunesse, bien que nous ayons tous bénéficié de la laïcité républicaine. Nous avons trouvé toutes les réformes d'Atatürk superficielles, comme le fait de bannir le voile ou de s'habiller comme des Européens. On parlait aussi de révolution bolchevique et le fait que l'on change de façon de s'habiller. Dans les maoïstes et les marxistes des années 60-70 appelaient ça la révolution de garde-robe. Et en fait, on était trop naïfs pour comprendre que on considérait que c'était en fait un projet paisible d'assimilation. Mais
Il est visible d'après le don d'Ibn Khaldun que les intentions de l'occidentalisation n'étaient pas paisibles mais militaristes. Alors, maintenant, il y a cette occidentalisation fondée sur des classes sociales et fondée sur un changement culturel. Les occidentalistes turcs et ottomans ont toujours promu ont toujours été les classes sociales ont toujours été pro-occidentales. Mais dans le cas d'Erdogan, la bourgeoisie européenne et l'élite européenne semblaient être d'accord avec Erdogan, et donc ils sont revenus, les Turcs et les Ottomans, à un nationalisme. Et ça, c'était également un point faible de ce projet d'adhésion. Alors, les classes populaires n'étaient pas pour parce que cela venait d'en haut. Et en fait, beaucoup de romans ont été écrits par des dandys ottomans et turcs qui étaient beaucoup plus occidentalisés que les Européens eux-mêmes. Et c'était toujours, en fait, pour certains, une honte de ne pas être comme les gens de son peuple. En fait, ils étaient un peu gênés de ne pas être avec leur peuple. D'ailleurs, c'est le sujet de mon roman La Neige. Ce sont ces intellectuels qui sont un petit peu dans une situation de confusion. Ils se demandent toujours, ils se disent « je ne suis pas avec mon peuple » d'une façon, et puis parfois ils pensent qu'ils ne sont pas assez occidentalisés. Alors le grand romancier américain Scott Fitzgerald a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « si vous avez deux idées très contradictoires à l'esprit, et que vous savez que bien que, étant conscient de cette contradiction, vous n'arrivez pas à les résoudre, mais que vous continuez à croire à ces deux idées contradictoires avec la même conviction, et que vous continuez à y croire et à y réfléchir pendant quelque temps, c'est à ce moment-là que vous pourrez écrire un bon roman. » Je me suis toujours dit que c'était la clé pour décrire des sentiments contradictoires quand j'écrivais mes romans. Après avoir tellement parlé d'individualité, d'originalité, après avoir dramatisé un peu ce sujet, je devrais peut-être terminer sur une note positive. Aujourd'hui, en Turquie, il y a beaucoup de gens qui écrivent des romans et l'édition n'arrête pas de se développer et de les publier pour le plaisir de nombreux lecteurs, toujours plus nombreux d'ailleurs. Lorsque j'ai commencé à écrire mes premiers romans, dans les années 70, il n'y avait que 40 à 50 nouveaux romans qui étaient publiés chaque année en Turquie. C'était à peu près 3000 que l'on publiait tous les ans, et 3000 livres. Et maintenant, 65 000 nouveaux romans sont publiés tous les ans. Et puis, il y a également une évolution au niveau de l'originalité, de l'individualité. Vous savez, une sorte de contribution, vous savez la question de la contribution, une sorte de contribution à ce que Henry James appelait l'art du roman. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne ici à Columbia. Au cours des 120 dernières années, les écrivains turcs, sans être tout à fait conscients, d'ailleurs, ont mis au point un nouveau genre littéraire. En Turquie, on l'appelle le roman Orient-Occident, c'est-à-dire qui sont écrits par des auteurs qui, tout à fait consciemment, opposent les valeurs orientales et occidentales. Alors, rétrospectivement, on voit
que tous les premiers romanciers turcs qui étaient très actifs au cours des 30 dernières années, pendant 1875 jusqu'à la Première Guerre mondiale, discutaient des valeurs orientales, occidentales. Et après Kemal Atatürk et ses réformes pro-occidentales, les choses ont continué à évoluer. Alors, un genre Est-Ouest très célèbre, c'était l'œuvre de Peyami Safa, Fatih Harbiye. Fatih, c'est le cœur historique très conservateur d'Istanbul, et Harbiye, c'est le quartier dans lequel Atatürk a étudié. Ça, c'est le quartier occidentalisé de la classe supérieure qui est très proche de Nashan-Chati où j'ai grandi. Donc, il y a une belle femme dont il est amoureux, qui s'installe à Harbiye, donc il veut y aller aussi. Et naturellement, vous devinez ce qui se passe. Il se rend compte que ce style de vie occidental n'est pas du tout bon. Fatih Harbiye, ça a été écrit pour résister aux réformes pro-occidentales d'Atatürk. Et ça a été d'ailleurs une série turque à la télé qui a eu beaucoup de succès. Alors, il y a un autre roman qui a été écrit en 1949, donc une vingtaine d'années plus tard, par Ahmet Hamdi Tanpınar. Je dirais que c'est mon héros. Le titre du roman est Huzur. Maintenant, c'est un Penguin Classic. Il parle de la musique, de la culture ottomane, et il dit que cela s'oppose à la modernité. Il dit que les objets modernes, les désirs modernes s'opposent à cette culture, cette poésie turque. Et les deux personnages vivent dans une confusion dans leur vie amoureuse, dans leur choix de style de vie. Mais en fait, ils ne sont pas moralement jugés moralement dans ce roman. Et il y a énormément de poésie dans cette confusion. D'ailleurs, je suis très influencé par eux. À la fois, Safa et Tanpınar étaient des nationalistes, mais en même temps, ils appréciaient un style de vie occidental et ils pouvaient tout à fait apprécier les œuvres de François Mauriac ou André Gide, qu'il lisait en français d'ailleurs. Et puis, il y a également le romancier japonais Junichiro Tanizaki. En 1933, il a écrit un petit livre, presque un pamphlet, qui faisait l'éloge des petites maisons japonaises en bois. À Kyoto, si vous êtes un riche américain, vous pouvez passer la nuit dans ces petites maisons qui sont devenues des hôtels. Mais à l'époque, c'était une description de la juxtaposition de cultures à la fois orientales et occidentales. Et c'est d'ailleurs ce que c'est. En tout cas, j'ai entendu cette anecdote au Japon. Alors, quand on demandait à Tanizaki s'il aimerait vivre dans une de ces petites maisonnettes qu'il décrivait si bien dans son livre, il répondait non. Bien entendu que je n'habiterai pas une maison pareille. Tanizaki, comme Dostoïevski d'ailleurs, était dans sa jeunesse pro-occidental, tout à fait radical. Il admirait Hollywood autant que Dostoïevski pouvait admirer Balzac. Donc je considère l'ensemble de mon œuvre comme une
continuation de ces romans qui font s'affronter l'Orient et l'Occident. Mais à la différence de Dostoïevski et Tanizaki, qui ont été des pro-occidentaux radicaux au cours de leur jeunesse, et puis qui sont devenus, culturellement parlant, beaucoup plus conservateurs, plus âgés, moi je crois toujours que là, je crois toujours en l'occidentalisation culturelle. Alors maintenant, il y a une jeune génération de romanciers turcs qui disent « Écoute Pamuk, arrête avec cette opposition Est-Ouest, écris sur la vraie vie. » Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chose étrange en moi, sur un pauvre vendeur des rues. Mais en fait, il s'est avéré que c'était également un roman Est-Ouest, parce que les questions de classe sociale, de division sociale sont également très influencées par les relations Orient-Occident dans ma région du monde et surtout en Turquie. Mais je ferai de mon mieux, je vous le confesse, pour écrire un roman qui ne soit pas une confrontation Est-Ouest. Et d'ailleurs, je suis en train de le démarrer ces jours-ci à New York. Comme Ibn Khaldun l'a dit, c'est un problème géographique. Et c'est tellement difficile d'écrire un roman en évitant de parler de géographie. Mais oui, je vais écrire, je le promets, un roman qui ne soit pas un roman Est-Ouest, et ça, après vos questions. Désolé d'avoir pris tant de temps, mais je serai heureux de répondre à quelques questions. Thank you very much. Merci beaucoup, Orhan. C'était un plaisir de vous entendre. Je sais que vous n'avez pas pu suivre tous les débats de ce matin parce que il devait être à peu près minuit ou 2 heures du matin pour vous à New York. Mais il y a tellement de points communs avec ce qui a été dit ici. Je pense que ça va enrichir notre débat parce qu'en fait, nous aurons un débat en fin de journée. Il est déjà... il est déjà 16h10 et un peu plus. Nous allons faire une pause et puis nous allons nous réunir à 4h30 de notre... Enfin, 16h30. À 4h30, 16h30 de notre heure parisienne pour un débat général. Une pause de 4h à 4h30. Il est 4h10, passé de quelques minutes. On va prendre cette pause jusqu'à 4h30. Un petit café rapide pour entamer immédiatement le débat. Et le débat commencera avec les questions, adressées à Orhan Pamuk ainsi qu'aux 2 derniers orateurs qui n'ont pas eu l'occasion de répondre à des questions immédiatement après leur présentation.